Bonjour, chers amis et frères. Voilà, bonjour docteur Bogasako, comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment vous vous portez? Pardon, j'ai... Comment vous vous portez aujourd'hui? Comment Ah vous... non, Dieu fait grâce. Toujours, le divin est au contrôle et donc rien ne peut nous intimider sur cette terre. Nous sommes nés chacun pour une mission. La nôtre, nous devons l'assumer. Et nous y sommes. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, donc, bienvenue dans cette nouvelle édition donc, de Labo Côte d'Ivoire. À quelques mois donc, de la présidentielle, disons pas il y a quelques semaines, on dirait pratiquement 5 semaines, l'ONU multiplie donc des signaux d'alerte. Laurent Gbagbo s'oppose à un quatrième mandat et l'opposition cherche sa voie. M. Tidiane Thiam se trouve aux États-Unis d'Amérique. Avec notre invité, nous allons donc décrypter donc, ces enjeux. Docteur Bogasako est déjà en ligne. Le thème, ça sera donc la présidentielle ivoirienne d'octobre 2025. Préoccupe, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que ça préoccupe donc l'ONU? Ou bien on peut l'affirmer que ça préoccupe l'ONU. Alors, bienvenue donc à cette nouvelle émission. Alors, nous démarrons donc très rapidement avec la nouvelle. Mais avant de rentrer du côté, non, on va aller rapidement avec ce sujet. La nouvelle visite donc du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU donc à Abidjan. Donc la question qu'on a pour le docteur Bouka Safo, quel sens, docteur Bouka, donnez-vous à cette nouvelle visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Abidjan à quelques mois donc, de la présidentielle? Ben, d'abord, il me faut remercier Jacques Roger pour cette émission, saluer tous nos frères, comme je l'ai fait tantôt. Euh, il faut dire quand même que c'est beaucoup plus encourageant qu'autre chose que de savoir que en l'espace de pratiquement 3 à 4 mois à peu près, l'ONU revient en Côte d'Ivoire. Vous savez que au mois d'avril 2025 dernier, ils étaient là. Et puis, pour voir un peu, parce que la tension ne fait que monter depuis. Et là, aujourd'hui, ils reviennent à Abidjan. Il faut saluer cela. Cela veut dire que la question de la Côte d'Ivoire préoccupe énormément. Et l'ONU, quelque part aussi, veut assumer sa part de responsabilité. Vous savez, je ne peux pas penser que l'ONU vient pour se dédouaner au cas où quelque chose se passerait. Il ne faut pas qu'on dise que l'ONU est restée inactive. Peut-être que ça peut être ça, mais je crois fermement qu'il y a quand même péril à la demeure parce que la dernière décision qui a été donnée par le Conseil constitutionnel a dû finir par alarmer l'ONU. Vous savez, quand on fait des négociations, l'ONU aurait pu anticiper dans les négociations, mais qui nous dit, qui nous disait que le Conseil constitutionnel allait forcément confirmer M. Ouattara. Et donc, je pense que l'ONU a eu beau jeu de dire, mais laissons les institutions faire et après on verra. Parce que vous savez que au-delà même d'une décision du Conseil constitutionnel, bien qu'elle soit irréversible, inattaquable, incontestable, il peut se trouver des voies politiques au-dessus d'une décision juridique. C'est ce qui s'est passé en 2010 où la Constitution, à son article 35, bloquait totalement, verrouillait M. Ouattara à tout point de vue avec la nouvelle Constitution que nous avions adoptée sous le général Robert Gueye. Donc aujourd'hui, je pense que l'ONU est en train de voir comment rattraper le tir. Parce que, et peut-être qu'en cela aussi, il faut profiter pour saluer l'attitude d'une personnalité politique telle que M. Laurent Gbagbo. C'est vrai que si vous voyez sur la toile, il y a même des partisans du président Gbagbo qui mettent de l'huile sur le feu. On attend un mot d'ordre. Le mot d'ordre n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire qu'il y en a qui poussent l'opposition. Je n'aime pas trop le terme radical, mais comparé à celle qui est dans la voie de la négociation que nous connaissions avec la CAPSI qui naturellement est en train de voler en éclats, hein, c'est le constat que nous faisons. L'autre, elle, celle du président Laurent Gbagbo avec le président Tidiane Thiam, est beaucoup plus ferme. Et donc, il y en a qui, sur les réseaux, disent oui, le mot d'ordre, etc., alors qu'on est en politique. Et en politique, je pense que ceux qui parlent ne connaissent pas suffisamment Laurent Gbagbo. Voilà, ils ne le connaissent pas suffisamment. Quand vous regardez les parcours des hommes politiques, que ce soit celui de M. Ouattara, celui de Bédié, paix à son âme, et celui de M. Gbagbo, ou même de Guillaume Soro, on connaît plus ou moins la trajectoire des uns et des autres. M. Gbagbo a toujours été. Pardon?
est-ce qu'on peut dire que l'ONU doute de la crédibilité du processus électoral ivoirien? Mais il y a longtemps que l'ONU est venue et les informations ont été données à l'ONU. L'ONU est bien conscient. N'oublions pas que quand on parle du comité des droits de l'homme des Nations Unies, c'est toujours l'ONU, hein, mais dans sa branche, dans son département technique. Et donc, ce que dit le département technique là, ça ne sort pas de ce que pense l'ONU. Et c'est le département technique chargé des questions des droits de l'homme qui a rappelé à la Côte d'Ivoire l'essence et les obligations de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc l'ONU est bien consciente l'ONU est bien consciente, si vous voulez, que le système ivoirien est quelque part gangréné. C'est pour ça qu'on parle de crise préélectorale. Vous savez très bien, lors de nos conférences que nous avions commencé à donner début juin, nous avons été les premiers à marteler que nous sommes dans une crise préélectorale parce qu'il n'y a pas plusieurs façons d'avoir une crise préélectorale. Nous y sommes et le Conseil constitutionnel, avec son verdict qui a été donné le 8 septembre 2025, a confirmé que la crise préélectorale est bel et bien actée. Et donc, de ce point de vue-là, je peux dire que l'ONU sait que la situation en Côte d'Ivoire est préoccupante et c'est parce que l'ONU est préoccupée que l'ONU vient là au secours un peu de la Côte d'Ivoire. Selon vous, docteur Bogassako, hein, oui. Les préoccupations, quelles sont donc, selon vous, les préoccupations réelles donc, de l'ONU? La transparence du scrutin, la violence électorale ou la stabilité de la sous-région? Non, je dois pouvoir dire que ce n'est pas seulement comment dire, la question du système électoral qui préoccupe l'ONU. C'est surtout et surtout la confrontation qui est sous-jacente, qui préoccupe les Nations Unies. Parce que n'oublions pas que la mission des Nations Unies, c'est la préservation de la paix. L'ONU a pour mission essentielle de garantir, de protéger la paix dans le monde. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire peut bouleverser toute la sous-région. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire peut bouleverser toute l'Afrique. Parce qu'il y a des enjeux colossaux. La France est assise en Côte d'Ivoire en matière d'intérêt. Et donc, tout ça, ça joue. Donc, si la Côte d'Ivoire basculait, n'oublions pas qu'à côté de la Côte d'Ivoire, il y a l'AES, les pays de l'AES. Donc, c'est une préoccupation énorme. Et d'ailleurs, l'argument que M. Ouattara a présenté pour pouvoir rapidement se pavaner dans un quatrième mandat, c'est la question de la sécurité, comme si en dehors de M. Ouattara, personne en Côte d'Ivoire n'était capable de garantir la sécurité de notre pays et de la sous-région. Donc oui, ce qui fait courir l'ONU, c'est la paix, beaucoup plus que l'élection elle-même. On peut dire encore que la question électorale, elle est un peu, comment dirais-je, nationale, elle est un peu locale. D'accord? Elle est un peu interne à la Côte d'Ivoire. Mais ce qui préoccupe surtout l'ONU, c'est la paix sociale, la paix de la sous-région ouest africaine. Et là, je peux vous dire que c'est extrêmement grave et préoccupant pour les Nations Unies, tout comme pour la Côte d'Ivoire et voilà, et pour le monde, j'allais dire. Merci beaucoup, docteur Bogassako Gervais. Vous avez parlé tout à l'heure de Laurent Gbagbo. On va parler donc de Laurent Gbagbo face donc, au quatrième mandat de M. Ouattara. Alors, donc l'ancien président Laurent Gbagbo, président donc, du PPACI, s'oppose fermement donc, à un quatrième mandat et interpelle donc une nouvelle fois M. Alassane. Comment analysez-vous ce message? Oui, peut-être grâce à vous, je vais profiter pour répondre à un certain nombre de préoccupations. Vous savez, M. Jacques Roger, j'ai écouté un certain nombre de panélistes, de leaders sur la toile. J'ai écouté un certain nombre même de leaders politiques, d'accord, qui disent, mais on parle de quatrième mandat, et quand on leur demande concrètement, qu'est-ce que vous pensez du quatrième mandat, alors ils estiment qu'il y a eu d'abord le troisième. Il y a eu d'abord le troisième. Et si le troisième a été validé, et donc c'est comme si, par conséquence, par ricochet, le quatrième mandat était légitime. Or, je pense qu'il faut peut-être que je recentre les choses.
avant de répondre précisément à la question, nous parlons aujourd'hui du 4e mandat, mais le 4e mandat n'a pas encore lieu. M. Ouattara n'a pas encore été élu. Donc, on n'est pas, si vous voulez, on n'est pas concrètement encore dans le 4e mandat. À la vérité, ce qui se joue, c'est le combat du 3e mandat là qui se poursuit. Je veux répéter pour que ce soit clair pour nous tous. On a eu un gros combat contre le 3e mandat. Et c'est ce combat-là, contre le 3e mandat-là, qui est en train de se prolonger ou alors qui se joue aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais saisir l'occasion, à travers la question que tu me poses, cher ami Jacques Roger, je vais saisir l'occasion pour essayer de clarifier les choses pour que ce soit un peu plus net dans notre esprit. Allez-y. Dans la question du 3e mandat, il y a 3 points que je vais soulever. Le premier point, c'est que d'abord, ça a été un mensonge d'État qui s'est produit avec le 3e mandat. On peut l'appeler aussi une haute trahison. C'est un peu les qualificatifs que je donne à ce qui s'est déroulé en 2020. Parce qu'en 2020, pour que la Constitution, d'abord même, de ce qu'eux ils appellent la 3e République soit adoptée, ils ont garanti à tous les Ivoiriens que la Constitution ne permettait pas à M. Ouattara de se présenter. Donc, partant sur cette base, on est d'accord que ça a été un gros mensonge parce que c'est pour cela qu'ils ont introduit l'article 183. Et donc, je veux dire à tous nos frères qui sont dans cette velléité de oui, on parle de 4e mandat, mais vous avez à doubler le 3e mandat. Il ne s'agit pas de cela. Le 3e mandat, M. Ouattara l'a imposé aux Ivoiriens. Parce que d'un point de vue juridique, ça a été un gros mensonge. Ils ont dit, avec l'article 183, que M. Ouattara ne pouvait pas. Et à la lecture, les juristes sont unanimes là-dessus, à commencer par M. Cissé Bakongo. On peut aussi ajouter le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et ils l'ont dit au Parlement ivoirien. Donc, ils l'ont dit au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, si aujourd'hui on parle de le 3e mandat, mais pour qu'il soit, ça a été un passage en force. Le deuxième argument que je veux ajouter, c'est que non seulement au plan national, on était d'accord qu'il n'y avait pas de continuité pour un 3e mandat de M. Ouattara. Ça, c'était au plan national, on était d'accord là-dessus. Ils l'ont dit aux Ivoiriens, ils l'ont dit au Parlement. Au plan international, c'est M. Macron, Emmanuel Macron, le président français, qui va incarner la posture de la communauté internationale. Vous savez comment ça se passe au niveau géopolitique. C'est la France qui porte pratiquement la parole de la Côte d'Ivoire. Et en la matière, qu'est-ce que le président français a dit? Le président français dit, la phrase là, nous tous on l'a retenue, c'était un cas de force majeure. En français, lorsqu'on analyse un cas de force majeure, ça veut dire que ce qui se passe là est en dehors de la Constitution. C'est anticonstitutionnel. C'est antidémocratique. C'est même pas juste. C'est même pas faisable. Toutefois, néanmoins, c'était un cas de force majeure. Un cas de force majeure, ça veut dire que c'est contraire à la Constitution, mais comme il y a eu mort d'homme, comme le Premier ministre qui a été le candidat désigné est décédé, on peut lui concéder cela. Donc, c'est une concession. Le 3e mandat a été une concession des Ivoiriens. Je veux le rappeler parce que, Jacques Roger, je suis fatigué souvent d'entendre des balivernes. Les Ivoiriens ont gobé le 3e mandat. Si vous acceptez le 3e mandat, donc le 4e mandat est normal. Non. Quand le président français dit que c'était un cas de force majeure, ça veut dire que les Ivoiriens avaient raison. De dire que ce n'est même pas de droit. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'on nous l'impose. Parce que celui qui est au pouvoir a les armes. Il nous l'impose. Et avant de terminer sur la question, il y a un 3e argument. Personne ne peut dire que les Ivoiriens n'ont pas contesté le 3e mandat. Parce que quand même, le dire, c'est faire une insulte à la centaine de morts. Il y a eu quand même 100 morts environ. L'État de Côte d'Ivoire en a reconnu 87, dont le petit, comment dirais-je, Nguessan Kofi Toussaint, depuis Daoukro, dont la tête a servi de ballon de football. Donc, c'est faire une insulte aux Ivoiriens que de dire que vous avez applaudi le 3e mandat, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Voilà. En résumé, pour le 3e mandat, monsieur Henri Konan Bédié, paix à son âme, je pense que monsieur Henri Konan Bédié, c'est tout ça qui a fait qu'il est rentré dans l'histoire patriotique, souverainiste de la Côte d'Ivoire avant que Dieu ne le rappelle.
car c'est lui qui a tenu tête à M. Ouattara. C'est lui qui a mené ce combat-là de façon vraiment ferme, comme un bon patriote. Et il l'a été. D'ailleurs, même, quand on analyse toute la politique de M. Bédié, depuis sa jeunesse, où il a créé les chaînes PAC et tout ça, on dirait que peut-être qu'il était peut-être plus nationaliste qu'on ne le croyait, mais on ne le disait pas assez. On ne le disait pas assez. Et vers la fin de sa vie, il a mené un combat rude, un peu comme son père putatif, le président Houphouët Boigny, s'est battu en 45-46 pour qu'en 60, nous puissions être indépendants. Alors, je résume là-dessus pour dire, le quatrième mandat là, le président Laurent Gbagbo joue aujourd'hui sa partition. Non, je veux le redire pour que ce soit bien clair. Monsieur Bédié a mené le combat du troisième mandat. Nous tous avec. Parce que n'oubliez pas que moi qui vous parle, c'est à cause du troisième mandat que j'ai été placé sous contrôle judiciaire. C'est à cause du troisième mandat qu'on m'a convoqué. C'est à cause du troisième mandat qu'on m'a considéré comme terroriste. Mais je rappelle que dans le troisième mandat, là, il y a des partisans du RADP qui étaient avec nous. Hein. Monsieur Mabry Touakos, il est membre signataire du RADP. Il était contre le troisième mandat. Quand vous prenez monsieur Marcel Amontano, la star du Félix Houphouët-Boigny, un certain 10 septembre 2020, c'est lui la star. Non, c'est 10 octobre, autant pour moi. Le 10 octobre 2020, le stade était plein. Les propos que M. Marcel Amontano a tenus, aucun patriote, aucun Nati Ouattara ne l'a jamais prononcé. Aucune personnalité politique, aucune personnalité de la société civile n'a eu le cran que M. Marcel Amontano a eu face à M. Ouattara à cause du troisième mandat. Donc le troisième mandat, là, notre combat était légitime. Malheureusement, nous l'avons perdu parce que M. Ouattara a utilisé les moyens de terreur pour passer en force. Le président Laurent Gbagbo, revenu de la haie, est en train de jouer sa partition du troisième mandat qu'on appelle finalement le quatrième. Parce qu'il estime que si on a accepté le troisième, parce que c'était un cas de force majeure, on ne peut pas accepter le quatrième. Voilà un peu où nous en sommes. J'ai fait cet historique-là pour que ça soit clair dans notre esprit. Personne n'a accepté le troisième mandat. Personne en Côte d'Ivoire. Personne, à part le RHDP. Et même, il y a des membres du RHDP qui étaient contre le troisième mandat. Je peux même citer l'ancien vice-président, M. Kablan Duncan. Tout ça, c'est dans la période là même qu'il a démissionné aussi. Et aujourd'hui, il est dans sa retraite, il ne parle même plus politique. Parce que je pense qu'il est déçu, cet homme est déçu de ce qui s'est passé après lui. Donc, je pense qu'il faut que ce soit clair. J'ai tenu à faire cette précision-là pour qu'on ne nous fatigue plus avec « oui, vous avez accepté le troisième mandat, donc le quatrième l'a Ce n'est pas vrai. Nous nous sommes battus. Il y a eu des morts. Il y a eu des condamnés en justice contre le troisième mandat. Et le président Laurent Gbagbo aujourd'hui vient pour remettre les pendules à l'heure. Et c'est pour ça que nous soutenons le combat contre le quatrième. Parce que l'argument qui avait été évoqué pour le troisième, il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a pas aujourd'hui. On ne peut pas l'accepter. Voilà ce que je tenais à dire. Maintenant, si vous voulez, on va parler rapidement de ce qu'on a appelé les candidats qui sont prêts à aller dans ce quatrième mandat-là. Et je vais dire un mot là-dessus. D'accord. Alors, avant certainement de dire un mot là-dessus, je vais vous certainement continuer avec cette question par rapport donc au propos de M. Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est un avertissement politique ou une tentative de mobilisation populaire? Vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'Ivoiriens s'impatientent. Il y a trop d'avertissements, trop d'avertissements. Comment vous voyez un peu ça? Non, non, non. Moi, vous savez, fondamentalement, je reste un homme de paix. Fondamentalement, moi, je suis toujours un homme de paix et je soutiens toujours les initiatives de paix. C'est pour cela que, aussi longtemps que le président Laurent Gbagbo fera durer le suspense, moi, je serai toujours d'accord avec lui. Vous savez, on peut dire aussi que contre le troisième mandat en 2020, finalement, quand nous avons concédé le troisième mandat, c'est quelque part aussi la sagesse de Salomon que nous avons appliquée. Il y en a qui voulaient brûler le pays. Il y en a qui voulaient brûler les Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens, c'est notre pays. Et on estime que la présidence est des passages. Et donc, quelque part, on a préféré tolérer. On a préféré tolérer. Mais si on a toléré une fois, on ne peut pas tolérer deux fois. C'est pour cela que j'aime la stratégie du président Laurent Gbagbo. Même avant de pouvoir exploser, il faut encore tenter. Et ce qu'il a fait récemment avec la sortie de Maître Abiba, qui a lu
le communiqué officiel du président Laurent Gbagbo, après son exclusion définitive par le Conseil constitutionnel, ça a été un grand acte de sagesse et un grand acte de politique et un grand acte de patriotisme. J'ai apprécié. Parce que aussi longtemps que nous pouvons donner une chance à la paix, il faut le faire. Mais ça ne nous rend pas faibles. Si vous voulez, ça consolide nos acquis. Ça consolide les patriotes. Ça consolide les souverainistes. Ça consolide les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire. Pour leur dire, on a tout donné. On s'est déculotté même pour dire à M. Ouattara, s'il te plaît. Mais en le faisant, c'est-à-dire on met toutes les chances de notre côté. Mais on met toute la raison de notre côté. Et ça s'est bien passé parce que ça a coïncidé avec l'arrivée du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il faut qu'il vienne voir qu'il n'y a pas de va-t-en-guerre dans l'opposition. Il n'y a pas de va-t-en-guerre dans la société civile. Le seul va-t-en-guerre, il est au pouvoir. C'est lui qui a les encaboulés. C'est lui qui a les militaires, qui l'a fait défiler à Boaké. C'est lui qui a la force. C'est lui qui s'est dit le patron, le chef. Celui qui s'amuse, je l'écrase. Mais moi, je ferai le 4e mandat. Ah, cher ami, si les gens savaient que ce 4e mandat ne passera pas, ils n'allaient même pas oser. Parce que nous, on est convaincus de cela. Hein? Cher ami, souvent, les gens disent, mais où il dit, il compte quoi? Et M. Gbagbo compte quoi? Mais ils n'ont rien compris. Ce sont des gens de peu de foi. Ce sont des gens qui ne sont pas courageux. Parce que nous, avant de passer à l'acte, il y a d'abord la parole qui stimule, qui motive, qui galvanise. Et puis après, je disais à quelqu'un, avant de mourir pour un combat, il faut être convaincu que ce combat est juste. Il faut être convaincu que ce combat est bon. Il faut être convaincu que c'est un combat d'amour. Il faut être convaincu que tu te bats pour la vérité. Nous, on est dans la vérité. Pourquoi voulez-vous qu'on ait peur? Quand tu es dans la vérité là, tu es serein. Quand tu n'as rien fait, tu es serein. Même si on te condamne à tort, tu sais que tôt ou tard, tu seras réhabilité parce que tu es dans le vrai, parce que tu n'avais rien fait. Je comprends. Donc, oui, pardon? Donc, ouais. Rapidement, avant qu'on ne revienne au 3e sujet, cette prise d'opposition peut-elle réactiver donc l'opposition autour d'un mot d'ordre clair qu'a lancé M. Laurent Gbagbo, pas donc de 4e mandat? Est-ce que vous pensez aussi que le pouvoir en place va en tenir compte? Non, mais le pouvoir le sait. Le pouvoir sait lire. Même si le pouvoir est aveugle, au moins la communauté internationale sait le lire. Et la communauté internationale sait voir. Si l'ONU revient, c'est parce qu'ils ont lu les narratifs. Après, le Conseil constitutionnel, à l'unanimité, tous les candidats, bon, les candidats sérieux, que les autres m'excusent, mais je parle des candidats connus sur le terrain, très sérieux, que nous avons l'habitude de voir, la plupart ont condamné la décision. La plupart ont rejeté la décision. Parce que la décision, là, contrairement à ceux qui pensent qu'elle est bien motivée, non, elle n'est pas prouvée, elle n'est pas démontrée. On dit que tu n'as pas réussi à réunir les parrainages, point. Où est la preuve? Où est la preuve? Où est la preuve? Le droit, c'est la justice, mais le droit s'appuie quand même sur ce qui est, sur la vérité. Pour nous confondre, il eût fallu que nous eussions été dans cette salle. On n'était pas là. Et puis on n'a pas de moyens de vérifier. Et puis on prend Laurent Gbagbo, au lieu de l'évaluer sur 17 régions, on l'évalue sur pratiquement 27 régions. Et on fait le total, et puis on dit qu'il n'avait pas réussi à réunir les parrainages. Ce qui est tout à fait aberrant, ce qui est tout à fait faux. Bref, chers amis, je puis vous dire que cette décision du Conseil constitutionnel nous rassemble davantage. J'ai vu des candidats qui n'ont pas été retenus et qui sont conscients que ce n'est pas vrai, qui ont répondu à l'invitation du président Laurent Gbagbo. En tout état de cause, tu me parlais d'un mot d'ordre et je vais finir par là. Mon cher, quand ton pays est en danger, il n'y a pas de mot d'ordre à recevoir. Moi, je pense que le président Laurent Gbagbo, quand il dit on va se battre, ça veut dire que lui-même, il est convaincu qu'il est prêt à descendre. Oh, ce n'est pas un monsieur qui parle pour les autres. Il y en a qui disent, il parle, il y en a qui ne sont pas dans la rue. Laurent Gbagbo a toujours été dans la rue. En 91, 92, c'est dans la rue qu'on l'a pris pour le mettre en prison. Ils l'ont pris lui, ils ont pris son épouse, Simone, ils ont pris son fils, Michel. On est témoins de l'histoire. Donc, ce ne sont pas des politiciens qui envoient les enfants des gens. D'ailleurs, nous autres là, personne ne peut nous envoyer dans la rue. C'est notre pays qui nous appelle. Alors, c'est écrit dans notre
hymne national, dont le président Laurent Gbagbo n'a rien à faire. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas dans le vrai, personne ne descendra dans la rue. Mais s'il est dans le vrai, il n'a même pas besoin d'appeler quiconque. On descendra dans la rue pour que notre pays soit libéré. On ne peut pas venir nous imposer un 4e mandat et puis nous ramasser, nous jeter en prison et puis rentrer dans nos domiciles, casser nos domiciles, voler les télévisions, voler de l'argent. Et puis on dit que oui, les encagoulés, c'est normal. Moi, je pense que ceux qui parlent comme ça, là, ils vont répondre demain à la Cour pénale internationale. Merci. Et j'ai dit. Bouga Sakor, il vient donc au dernier segment de notre sujet aujourd'hui. C'est donc Oui. l'opposition et la question d'unité. Alors, certaines personnes disent, en fin de compte, l'opposition gagnerait-elle à soutenir donc un candidat unique parmi ceux retenus par le Conseil constitutionnel? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, alors, merci de la question. Moi, je m'y attendais plus ou moins, parce que ça aussi, ça fait débat. Ah oui, mais au stade où nous en sommes, nous voulions l'alternance, non? Mais pourquoi on ne soutiendrait pas un candidat parmi ceux qui sont retenus et puis le tour est joué? Je préfère. Ça en fait sourire. Parce que, mon cher Jacques Roger, c'est grâce à ton plateau que j'ai dit, et aujourd'hui encore, je vais le répéter. De toute façon, je suis enseignant. Donc, la pédagogie, c'est mon métier. J'ai dit que je suis un pacifiste. La voie selon laquelle il fallait appeler le RADP au dialogue, j'y ai participé. Vous vous rappelez, en 2024, au mois d'août, je me rappelle, on a été les premiers, aux côtés de Mme Simone Eve Gbagbo, à aller signer une motion, une tribune, une déclaration pour demander solennellement, on était une trentaine de partis politiques et d'organisations de la société civile. C'était au PDCI RDA que ça s'est passé. Et c'est ce jour-là, je vais le rappeler encore, qu'on a arrêté le représentant du GPS, M. Kando. Cela veut dire quoi? Quand je rappelle ça, c'est pour dire que je ne suis pas contre la voie pacifique. Donc, je ne suis pas contre les candidats qui sont issus de la CAPSI. En même temps, c'est moi qui vous ai dit ici encore que quand j'allais finir de signer et de négocier et d'appeler à un dialogue, si le pouvoir ne bouge pas, parce que ça fait 2 ans qu'il n'a pas bougé, alors je rejoindrai aussi le trop c'est trop dans les rues. Parce que lorsque vous avez un pouvoir qui se comporte de façon dictatoriale, en démocratie, il y a d'autres voies qui s'offrent à nous, notamment les marches, les meetings, et c'est prévu dans la Constitution. Et c'est pour cela que je les rejoindrai. Maintenant, chers amis, alors supposons que, pour que mon discours soit beaucoup plus cohérent et beaucoup plus factuel, supposons que M. Gbagbo et M. Tidiane Tian avaient été retenus. Que dirait Dr Boga et la FIDOP et Grande Afrique? Dr Boga et la FIDOP demanderaient au président Laurent Gbagbo et à M. Tidiane Tiam, maintenant que vous êtes candidat là, exigez de M. Ouattara que la liste électorale là soit visitée, que la CEI là soit réformée avant que l'élection n'ait lieu. Je vais le dire pour que ce soit clair. Le président Laurent Gbagbo, que je connais là, le président Tidiane Tiam, que je connais, parce que quand on va à une élection, c'est pour la gagner. On ne fait pas une élection pour figurer. Si vous ne voulez pas figurer, demandez le minimum. Surtout que maintenant, vous êtes des candidats légitimes, des candidats légaux, mettez un préalable. Nous, candidats retenus, pour que nous puissions aller à cette élection à chance égale, nous exigeons du pouvoir Ouattara que la liste électorale, on puisse y jeter un coup d'œil. Que la CEI, on puisse la réformer. Nous allons y envoyer nos représentants pour que nous soyons sûrs que ce que nous allons avoir dans les urnes, c'est ce qui va être proclamé le jour de l'élection. Voilà comment une opposition, voici comment des leaders cohérents et logiques se comportent. Chers amis, j'ai manifesté avec tous les leaders de l'opposition pour que le RADP vienne à un dialogue. Mais pourquoi? Parce que la liste électorale là, elle devait être auditée. Mais pourquoi? Parce que si on n'audite pas la liste électorale, on n'est pas sûr de gagner devant M. Ouattara. Si la CEI ne joue pas franc jeu, on n'est pas sûr de gagner devant M. Ouattara. Maintenant que vous avez été retenu,
J'entends dire, non, 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 on peut aller comme ça avec la liste. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on pouvait aller comme ça avec la liste électorale, si on pouvait aller comme ça avec la CEI, mais pourquoi on s'est fatigué? Pourquoi on s'est fatigué à faire des réunions, à faire le dernier meeting, comment dirais-je, à Figayo? Rappelez-vous à Yopougon, la CAPSI, tout ce qu'ils ont dit là, c'est quoi? C'était la liste électorale, c'était la CEI pour avoir des élections transparentes. Du coup, on a retenu, les élections seront transparentes. Dès qu'on a retenu, les élections seront transparentes. Non! Ne dites pas, c'est tout ça là que les gens voient et puis ils disent, ah, donc vous voulez les accompagner, M. Ouattara. Parce que quelles sont nos chances de gagner? On dit, oui, il y a une marge à gagner de 4 millions et tout. Mais mettez les 8 millions, on n'a pas voté. Et puis, au jour du résultat, M. Ouattara dit qu'il a gagné avec 51%. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Mobiliser les Ivoiriens, ils vont aller voter. Au résultat, M. Ouattara dit qu'il a gagné avec 51%. Vous allez faire quoi? Cher ami, je n'ai pas perdu mon temps en me battant avec tous les leaders de l'opposition pour avoir des élections transparentes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, Moi, je pense que si on va à une élection, c'est pour la gagner. Il faut donner toutes les chances de son côté. Et je dis. avec ce que vous venez de dire, Dr Boga, est-il encore possible de dépasser donc les égos et les ambitions personnelles pour privilégier donc une stratégie commune en ce moment, vous pensez? Moi, je pense que c'est possible. Mais les gens qui sont là-bas, ils sont très intelligents. Les candidats qui ont été retenus sont très intelligents. Ce sont des grandes personnalités. Voilà, pour ne pas parler de Don Melo, pour ne pas parler de Mme Simone Évêque Bagbo d'abord, non. Pour ne pas parler de M. Billon, non. Ce sont des grandes personnalités qui sont très intelligentes. Maintenant, elles-mêmes là, elles ne sont pas unies. Bon, écoutez, franchement, regardez quand les gens disent au premier tour là, vous allez faire, parce que vous savez, ce que j'ai remarqué en Occident, les gens ne font pas d'analyse poussée. Les gens font des petits calculs. Ils se disent, bon, que pèse un tel, que pèse un tel, que pèse un tel. Si M. Ouattara dit qu'il a gagné avec 51%, est-ce que c'est possible et tout ça? Et puis on coupe court à tout le débat. Gbagbo n'était pas là, Tidiane n'était pas là, donc le PDCI n'avait pas donné de mot d'ordre. Le PPRCI n'avait pas donné de mot d'ordre. Le FPI d'Afi n'ayant pas donné de mot d'ordre, la communauté internationale va sembler accepter cela. C'est comme ça que les gens l'analysent. Ils ne vont pas dans le fond. Mettons les chances de notre côté. Moi, je vous assure, et ça va être mon mot de fin, mon cher Jacques Roger, je vous assure que c'est une fierté pour ceux qui ont été retenus. Mais juste été à leur place, j'avais beau jeu, j'avais là l'occasion de rentrer dans l'histoire de mon pays. Je veux rappeler à qui m'écoute. En 2020, Henri Konan Bédier était retenu pour compétir. En 2020, Pascal Affi-Guessan était retenu pour compétir. Ces deux personnalités-là ont sacrifié leur candidature par solidarité avec Laurent Gbagbo et Soro Guillaume et tous les autres qui n'étaient pas là, y compris Blé Boudet. Ils ont sacrifié leur candidature pour que le jeu électoral soit transparent. C'est pour ça qu'ils ont mené la désobéissance civile parce qu'ils ne voulaient pas accompagner M. Ouattara. Finalement, qui l'a accompagné? C'est Kouadio Kona Bertin. Quand on n'est pas sûr d'une élection, c'est pourquoi on s'est battu pendant 2 ans à demander à M. Ouattara que le jeu électoral soit transparent. Le fait de fermer les yeux sur cette condition majeure et aller à cette élection, je suis désolé, mais c'est faire le lit à M. Alassane Ouattara. Telle est ma position et j'assume et je dis. La toute dernière question, et pour vous laisser partir, que risquerait donc l'opposition en allant donc diviser à cette élection cruciale? Mais écoutez, en allant à cette élection dans ces conditions-là, c'est comme si vous avez sacrifié les vies humaines. Vous avez sacrifié le combat que nous avons mené depuis. Et puis vous n'aurez rien apporté. De toute façon, l'histoire nous jugera tous. Hein. Je peux avoir tort. Je suis un humain. Mais moi, je me serais battu dans la logique et dans la cohérence. Je me suis battu pour qu'il y ait une élection transparente. Tant que les conditions ne sont pas réunies, le fait de participer à cette élection-là, c'est faire le lit à celui qui a tous les leviers, qui peut tricher, qui peut s'imposer. Et donc, ça ne sert à rien du tout. Tant qu'on ne met pas de conditionnalité et qu'on va comme cela, tête baissée à cette élection. Et j'ai dit. Beaucoup, docteur Bogasako, et surtout, bon week-end. Rapidement, mais docteur, je pense que vous étiez au département d'État. Rapidement, Ah oui, c'était une belle occasion, mais heureusement, je ne rentrerai pas dans les détails puisque c'était une visite particulière où on est toujours dans le lobbying. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas tout qu'on met sur la place publique, mais j'avais un message contre les encagoulés,
Et l'occasion était belle pour moi de faire passer le message. Et je crois qu'il est passé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et bon week-end, Dr Bogassako. Au revoir. À samedi. C'est moi, merci. Au revoir.